Salut les gars, on se retrouve pour cette 18e vidéo arrivage de Blu-ray. C'est la première du coup de cette rentrée et là on va commencer à reprendre le rythme des arrivages de Blu-ray, de vinyle et de plein d'autres choses. Bref, petite anecdote aussi, ça fait depuis un an que je vous présente du Blu-ray sur la chaîne, et oui, parce que ma toute première vidéo arrivage de Blu-ray date du début septembre, je crois que c'était le 7 septembre de l'année dernière, donc ça fait déjà un an que je vous présente du Blu-ray. Et voilà, donc c'est une nouvelle orientation de la chaîne qui a eu lieu il y a un an, voilà. Et donc voilà, j'en suis toujours très content, en tout cas j'espère que c'est pareil pour vous. J'ai 15 films à vous présenter, certains en 4K, d'autres en Blu-ray classique. Il y a un petit coffret de 4 films, on va commencer d'ailleurs par ce coffret là. Il y a un steelbook aussi à l'intérieur, vous avez au niveau de la section de l'action, du thriller, du fantastique, un petit peu de guerre aussi et du drame, on peut le dire, avec voilà, des films connus, d'autres beaucoup moins. C'est un petit peu le but aussi de la chaîne et de ces vidéos arrivage de Blu-ray, c'est de vous faire connaître aussi des fois des films qui sont un peu trop méconnus dans la sphère cinéma. Donc c'est parti pour cette 18e vidéo arrivage de Blu-ray, installez-vous confortablement, on va se faire ça en long, en large et en travers comme d'habitude sur la chaîne, let's go. Allez, on commence avec le petit coffret de 4 films, une saga qui est chère à mon cœur, saga de films d'action type buddy movie. Donc pour ceux qui ne savent pas, buddy movie c'est vraiment quand tu as un film où tu as deux protagonistes avec des profils complètement différents et ils vont devoir faire équipe. On a voilà, les buddy movies les plus connus, L'Arme Fatale ou encore Starsky et Hutch. Et on a aussi ces films-là, les films Bad Boys avec ce petit coffret 4K, les 4 films de 95 jusqu'à 2024 je crois, pour le dernier, qui est assez récent. Donc on a Will Smith à l'intérieur qui incarne Mike Lowrey, donc l'espèce de playboy intrépide, courageux, qui fonce vraiment tout droit devant lui, et donc Martin Lawrence, comme vous l'avez compris, clairement l'opposé, c'est plus un père de famille un peu anxieux et aussi un peu boulé sur les bords, qui fait pas mal de gaffes. Et voilà, donc on a vraiment ce cocktail un petit peu d'action frénétique et de comédie aussi. Et doivent, voilà, dans le premier film, ils doivent protéger une énorme cargaison d'ecstasy, voler et démasquer un traître au sein de la police. Donc ça c'était pour le premier film de 95. J'avais noté donc le premier film 3 sur 5, il faudrait vraiment que je le revoie. C'est vrai que c'était pas forcément mon préféré, clairement pas. Voilà, je sais, vous allez peut-être me taper dessus parce que pour beaucoup d'entre vous c'est le meilleur. Mais voilà, faut vraiment que je le revoie ce premier film. Par contre le deuxième, et forcément il est sorti en 2003, donc c'est plus mon Bad Boys à moi de mon époque. Lui je l'ai noté 4,5 sur 5, et donc on est 3 ans plus tard, 3 ans après le premier film, et donc on retrouve Mike et Marcus qui se lancent sur la piste d'un caïd de la drogue, donc on reste toujours sur le côté drogue, cubain en plein cœur de Miami, entre poursuites en moto, explosion et récup d'ADN dans un laboratoire sous-marin. L'humour et l'action déjantée atteignent de nouveaux sommets, et je peux vous le confirmer. Je vais vous balancer d'ailleurs une petite scène qu'on a dès le début du film sur Bad Boys 2, où ils infiltrent, je crois, le Ku Klux Klan. Et puis ils sont en pleine fusillade et ça part un petit peu dans tous les côtés. Et Marcus va encore faire les frais de Mike Lowrey. Je vous mets cette petite scène qui est très marrante. Marcus! Était morte. Envoyez-moi un médecin. Ça va vous deux? Ouais, on a rien. Comment ça, il y a un énorme qui m'en a mis dans le... Qui a osé te tirer dans le... Qui? C'est pas toi, ce qui? Moi, je t'ai tiré dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai que je tirais partout. Ouais, faut dire aussi que j'ai pas arrêté de tirer. C'est clair, mais de là à dire que je t'ai tiré un coup dans le... Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas tiré... Mais
C'est vrai. Il y a un mec qui t'a explosé le... M'en parle pas. Alors, fait mal? J'ai le feu. Sérieux, mon barbecue. Et on les retrouve, voilà, donc pour ce troisième opus Bad Boys for Life. Donc c'est 17 ans après le deuxième film. Ah oui, bah là du coup il commence à se faire un petit peu vieux, hein. Même au niveau des acteurs. Je crois que d'ailleurs Martin Lawrence a perdu pas mal de poids pour reprendre le rôle de Marcus Burnett. Et donc voilà, bref, ce film-là sort en pleine pandémie, c'est réalisé par deux réalisateurs belges qui sont pas très connus d'ailleurs, donc ça fait plaisir, et pour moi c'est un retour extrêmement réussi pour ce Bad Boys for Life, puisque je lui ai mis un 3,5 sur 5, qui pourra peut-être évoluer avec un 4 sur 5 en revoyant le film, c'est possible. Bref, donc dans ce Bad Boys for Life, on retrouve nos deux policiers éprouvés par les années qui font face à un cartel de tueurs à gages venus venger l'un de leurs anciens coups avec l'aide d'une unité de jeunes rapaces de la police. Donc on ramène un petit peu de sang neuf au niveau des acteurs avec des têtes bien connues, notamment une tête de la série Viking, j'en dis pas plus. Donc Mike et Marcus explorent leur passé et renouvellent leur duo pour un final à la fois touchant et explosif. Donc très bon retour pour ce Bad Boys for Life, et on continue avec le quatrième et dernier opus en date, Bad Boys Ride or Die, donc sorti en 2024. Ils sont en cavale cette fois-ci pour avoir mis au jour la corruption d'un cartel infiltré dans la police. Mike et Marcus affrontent leurs plus gros ennemis et leur propre amitié. Donc dans ce quatrième opus, toujours réalisé par les deux réalisateurs belges, c'est un film qui a rapporté quand même 100 millions de dollars dès son premier week-end d'exploitation, et ça redonne un petit coup de fouet. Ça redonne un petit coup de fouet au box-office estival de 2024. Voilà donc pour ces 4 films Bad Boys que je vous conseille fortement. Voilà, je vous ai mis quand même quelques comparatifs entre la version Blu-ray et la version Blu-ray 4K. Il n'y en a qu'un seul qui est compatible en Dolby Vision. Vous imaginez bien, c'est le dernier en date, donc celui de 2024. Et voilà, l'ajout du 4K et surtout du HDR10 et du Dolby Vision pour le dernier, ça redonne quand même un sacré coup de fouet, un sacré coup de jeune pour surtout les premiers films de cette saga qui remonte aux années 90. Ah, et puis alors là, vous allez me dire, du coup, ok d'accord, et maintenant, est-ce qu'il y aura un 5e opus de prévu, puisque tous les films ont bien marché, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent. Oui, sauf que en fait le 5e film était dans les cartons, clairement, mais un peu avant le 4e film, il s'est passé une petite chose, vous avez forcément entendu parler, je parle de ça. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Alors ouais, forcément, faire ça pendant les Oscars, quand t'es acteur et que tu as une image publique, ça a forcément un impact, et donc on sent un peu Will Smith un petit peu blacklisté quand même d'Hollywood depuis cet événement-là. Ça n'a pas impacté du coup le 4e film, qui est bien sorti, puisqu'il est ici dans ce coffret-là, puisqu'il il était en plein développement. Je pense que pour une question de sous, Sony qui donc possède les droits des films et donc de ce 4e opus, ils ont continué pour pas perte d'argent, parce que vraiment c'était vraiment il y avait le feu vert pour ce 4e film, mais on sent que après ça Will Smith, l'image publique en a pris un sacré coup. On ne sait pas encore s'il y aura un 5e opus, en tout cas c'est pas dans les cartons pour l'instant, et depuis Will Smith on l'a pas trop vu. Bon, en même temps le film date de 2024, il est assez récent, mais on verra si il est vraiment full blacklisté comme d'autres acteurs, comme un certain Mel Gibson, pour des raisons complètement différentes. On verra par la suite, j'espère pas, vraiment je trouve ça con. Après je vais pas vous donner mon parti pris par rapport à cette histoire de gifle. Je pense que il n'y a pas de pour ou contre, je pense que la vérité se trouve entre les deux, clairement. Si je peux vous le dire, je vais vous le dire très rapidement. Moi je pense que il a bien fait de défendre sa femme, même si qu'on s'intéresse à la relation qu'ont les deux, est-ce qu'elle valait vraiment le coup? On ne sait pas. Après, d'un autre côté, faire ça en plein Oscar, je pense que c'est pas le bon moment. Il aurait dû régler ses comptes après les Oscars, ça aurait été plus intelligent, mais bref. En tout cas, c'est fait, on verra par la suite. Donc, on se fait l'unboxing très rapide de ce Bad Boys, la saga 4 films, donc en version 4K. Alors au niveau de tout ça, donc on a du Dolby Vision uniquement pour le 4e film, les 3 autres sont en HDR10. Au niveau audio, on a du Dolby Atmos sur le premier, le 2e et le 4e. Donc on les a en anglais, par rapport au français, on sera en DTS HDMA. Et pour le 3e film, c'est l'anglais et le français en DTS HDMA. Voilà, je pense que si je ne me suis pas trompé, c'est ça.
Hop, donc que des 4K ici, hein, pas de Blu-ray ni même de Blu-ray bonus. On retrouve la même chose ici. Boîtier amarré avec les 4 disques 4K, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Faut que tu sois un badass, Mike. Bad boy. T'inquiète, je gère. Non, tu gères rien du tout. Allez, on continue dans la saga culte de films d'action, mais cette fois-ci, on va dire, on est plus dans le thriller action, bien action d'ailleurs, hein, avec un petit peu d'espionnage dedans. On enlève le côté comique de Bad Boys pour aller dans la saga Jason Bourne avec les deux films ici que j'ai chopé pour 5 € chacun chez le même vendeur. Pour ça que, voilà, que j'ai chopé que ces deux sur la première trilogie. Donc c'est respectivement le deuxième et troisième opus de la série, donc La mort dans la peau et La vengeance dans la peau. J'ai noté La mort dans la peau qui est pour moi un bijou du cinéma d'action. 4,5 sur 5, c'est un film, voilà, c'est un film de mon enfance, hein, puisqu'il est sorti en 2002, que j'ai poncé et repensé et re-repensé. Et le troisième opus, La vengeance dans la peau, que j'ai noté 4 sur 5. Donc voilà, franchement, deux films d'action vraiment excellents. Donc on commence avec le premier, enfin le deuxième opus de la série La mort dans la peau, donc film de 2002. On retrouve Jason Bourne, hein, qui était retrouvé inconscient en pleine mer Méditerranée dans le premier film, gravement amnésique avec un implant codé. Et donc voilà, bref, il découvre au fur et à mesure qu'il possède des compétences mortelles de combattant et de tireur d'élite. Et donc dans ce deuxième opus, on le retrouve traqué par la CIA. Il tente de recoller les morceaux de son passé tout en forgeant une alliance fragile avec la franco-suisse Marie Kreutz, qu'on avait vu aussi dans le premier film. Voilà, donc La mort dans la peau, excellent film, que je vous conseille fortement, bien sûr, hein, regardez La mémoire dans la peau juste avant. Et La vengeance dans la peau, épisode de 2004, donc on les retrouve 2 ans plus tard. Donc Bourne vit complètement reclus, hein, avec Marie, jusqu'à ce qu'une opération ratée de la CIA élimine l'ami d'enfance de Bourne et qu'on lui fasse porter le chapeau. Donc ça, c'était dans le deuxième opus. Il est forcé donc de reprendre du service dans le troisième opus. Il part en guerre littéralement, hein, contre ses anciens maîtres, enquêtant de Berlin à New Delhi pour se venger et empêcher que son nom ne soit définitivement discrédité. On aura, comme vous l'aurez compris, vraiment la révélation finale de cette trilogie, avec des réponses qui seront assez surprenantes, hein, même d'ailleurs pour lui aussi. Donc voilà, bref, que j'ai noté donc ce film 4 sur 5. Très bon film aussi. Voilà, d'ailleurs Matt Damon, hein, qui voulait reprendre le rôle de Jason Bourne uniquement si Paul Greengrass, donc le réalisateur du deuxième et du troisième opus, donc par rapport aux deux films que je vous ai présentés, reprenait du service également. Ce fut le cas, et donc pour un cinquième opus où il reprend le rôle, oui, j'ai parlé d'un cinquième opus, puisque le quatrième opus, donc celui qui se trouve entre La vengeance dans la peau et l'autre film, donc Jason Bourne avec Paul Greengrass et Matt Damon, dont je vous ai parlé, ça sera une espèce de spin-off avec Jeremy Renner, qui était sympa aussi, où là on est plus sur l'organisation Treadstone, hein, clairement, donc on est sur un spin-off qui est très 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 lié à la saga Jason Bourne. Le film reste sympa aussi, donc moins bon, hein, forcément que la première trilogie, mais je vais essayer de choper en 4K. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu plus près ces deux films que j'ai chopés pour 5 € chacun. C'est vraiment que dalle, c'est vraiment une bonne affaire. Le 4K et le film Blu-ray à clip bonus à l'intérieur, vous retrouverez tout ça. Et au niveau audio, on a du DTS pour le français et DTS X Master Audio pour l'anglais. Et pas de mention du Dolby Vision, donc il n'y a que du HDR10 sur cette version, puisque je crois que c'est une édition de 2016, donc c'est partie des premiers Blu-ray 4K, me semble, parce que les Blu-ray 4K en France sont arrivés, il me semble, en 2016. Donc voilà, le 4K ici à droite et le Blu-ray à gauche. Le 4K et le Blu-ray avec le film en HD plus les bonus à l'intérieur. Et au niveau audio, DTS pour le français, DTS X Master Audio pour l'anglais, comme donc La mort dans la peau. Voilà, pas de mention Dolby Vision, donc uniquement du HDR10 pour cette version, le 4K à droite, le Blu-ray à gauche.
On continue toujours dans la saga de films d'action culte. On retrouve un petit peu de comédie là pour le coup, surtout par rapport à ces fameuses punchlines qui sont juste incroyables. Voilà, malheureusement l'acteur est inactif hein, au niveau acteur, enfin au niveau carrière d'acteur, il est inactif, sans faire de mauvais jeux de mots hein, et aussi au niveau personnel puisqu'il est atteint d'une maladie de démence, ça vous le savez tous je pense. C'est la saga de films cultes Die Hard avec cet excellent film Die Hard 4. Je dis excellent, oui, je pense que Mika, alias Vinny Stardust, on est d'accord là-dessus, on en avait parlé. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5 pour cet excellent film. Donc, on est à Washington DC, on retrouve notre fameux John McClane, incarné par Bruce Willis, un inspecteur de la NYPD, on va dire voilà, en français, pour pas se faire chier, qui est sur le retour et qui est chargé d'escorter un certain Matthew Farrell, incarné par Justin Long, un jeune hacker brillant jusque dans un centre de pilotage du FBI. Rapidement, ils réalisent que ils font face à Thomas Gabriel, donc incarné par Timothy Olyphant, un ancien agent de la NSA devenu cyber-terroriste qui orchestre une attaque informatique d'une ampleur inédite contre des infrastructures américaines. Et McClane, hein, fidèle à lui-même, va déjouer piratage, explosion et embuscade à coups de répliques cinglantes et de cascades spectaculaires. Pour moi, dans ce film-là, le retour est beaucoup plus que réussi. En plus de ça, voilà, il modernise un petit peu, on va dire, le scénario. Hein, on était en 2007 à ce moment-là. On parle déjà, voilà, de hackage. De plein de choses, hein. Ça va jusqu'à de la circulation au niveau des voitures, au niveau des feux verts, feux rouges, jusqu'à carrément hein, de pirater carrément des comptes bancaires. Tout est abordé là-dedans et comme je vous ai dit, voilà, il modernise un petit peu le fil scénaristique pour cette version 2007 et donc pour moi c'est une totale réussite. On retrouve tout ce qui fait l'ingrédient des Die Hard, vraiment voilà, de l'action complètement what the fuck, des explosions de partout et surtout ces fameuses punchlines que je vous ai dit de Bruce Willis hein, qui nous fournit encore pas mal de petites choses et de petites répliques et c'est vraiment voilà un régal pour moi. C'est le Die Hard aussi hein, de mon enfance, hein, de mon adolescence plutôt, sorti en 2007, j'avais 18 ans quand j'ai découvert ce film là, donc forcément il y a une résonance un petit peu nostalgique là-dessus, mais même en dehors de ça je pense que c'est un excellent film Die Hard. La liste des bonus making of, tout savoir sur Die Hard, le reportage. Die Hard par Guys Night. Guys Night, c'est un groupe qui avait fait une espèce de clip parodique un petit peu en l'honneur de John McClane. Et voilà, dans les coulisses aussi de Guys Night, puis bande-annonce. Au niveau audio, on se retrouve, alors c'est pas précis ici, j'imagine que c'est du Dolby Digital pour le français, DTS HDMI pour l'anglais. Voilà. Le Blu-ray à droite. Un petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Je vous fais voir très rapidement. Ça nous permet de nous replonger. Je sais pas si je l'ai déjà visualisé, hein, ce petit carnet, puisqu'il y en a à chaque fois sur les Blu-ray que j'ouvre. Et je vous les fais voir à chaque fois. C'est toujours intéressant de voir les films de l'époque en Blu-ray. Hop. Voilà pour ce Die Hard 4. Did you want to say something? On est sur un steelbook, cette fois-ci steelbook 4K avec un film qui j'ai l'impression passer un petit peu inaperçu par beaucoup d'entre vous. Et donc ce film-là, c'est un film de SF, c'est le film Seven Sisters avec Noomi Rapace, hein, qu'on avait déjà vu dans notamment Prometheus, très bon film Prometheus, je sais que ça fait débat, qui incarne vraiment l'un de ses rôles les plus percutants et les plus étranges, puisque là dans ce film on est dans un futur proche où la Terre est surpeuplée, une politique de l'enfant unique pousse la famille Setman à cacher 7 jumelles identiques, je pense que vous l'aurez compris, 7 jumelles donc qu'ils ont nommées Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et Sunday, donc les jours de la semaine. Pour échapper aux forces de l'ordre, elles se répartissent
une seule identité, donc l'identité de Karen, et ne sortent de la cachette qu'15 jours chacune par semaine. Vous avez compris qui sort quel jour, je pense. Lorsque Monday ne rentre pas un soir, les 6 sœurs restantes doivent découvrir qui l'a enlevé sans attirer la suspicion du gouvernement. Forcément, il y aura une fille qui sortira le mauvais jour, clairement, et qui ne saura pas trop ce qui s'est passé durant la journée, même si elle se raconte un petit peu tout. Et voilà, forcément, ça va éveiller un petit peu les suspicions de chacun. Excellent film qui est tiré d'une nouvelle, qui s'appelait, je crois, Cette vie ou quelque chose comme ça, qui était tiré, pareil, un petit peu le même scénario, dans un scénario un petit peu dystopique, futuriste. Donc voilà, bref, le rôle de Noomi Rapace, pour moi je dis que c'est l'un de ses meilleurs rôles, clairement, puisque les 7 sœurs qui sont certes identiques, elles ont clairement 7 profils complètement différents. On le voit un petit peu aussi ici, vous le voyez ici, les 7 sœurs. Elles ont vraiment, voilà, même au niveau physiquement, elles ne s'habillent pas de la même façon, elles ne parlent pas de la même façon, elles n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes loisirs, elles n'ont pas le même tempérament, etc. etc. Et vraiment, Noomi Rapace, pour moi, joue parfaitement bien 7 personnages différents, mais qui sont quand même 7 sœurs jumelles. Voilà, donc c'est un film que je vous conseille, c'est produit par Luc Besson, il me semble. Et on retrouve aussi également Willem Dafoe qui avait été casté à la base pour un tout petit rôle, et Besson avait vraiment été impressionné par son engagement et son talent d'acteur, que son rôle a été un petit peu élargi pour ce film, donc c'est Seven Sisters ou 7 sœurs en français, un film que je vous conseille fortement. Avec voilà les 7 personnages incarnés par Noomi Rapace. Voilà, donc au niveau audio, on a du DTS HDMI, donc c'est pas précisé, il me semble, donc j'imagine que c'est pour le français et l'anglais. Et donc le film est en HDR10, donc pas de Dolby Vision là-dessus. Vous avez le disque 4K à droite, le disque Blu-ray à gauche. Et voilà le petit fond avec cette ville moderne. Voilà pour Seven Sisters. Montez! Ensemble, nous réussirons à survivre. Allez, on continue sur quelque chose de beaucoup plus léger au niveau scénaristique et même au niveau de la réalisation, enfin même au niveau du film tout court, avec un film, moi, pareil, qui est sorti en 2003, que j'ai vraiment bien aimé, pareil, c'est un des films de mon enfance. C'est le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ça devait être, enfin d'ailleurs c'est le dernier, enfin c'était, pardon, je vais y arriver, c'était le dernier film de Sean Connery. Il avait dit après celui-là, j'en fais plus, je pars à la retraite. Il a fait, je crois, 1 ou 2 trucs au niveau producteur et au niveau voix, au niveau doublage, mais c'est vraiment voilà son dernier film en tant qu'acteur dans ce film-là. Donc un film que j'ai vraiment bien aimé, moi. Donc on se retrouve ici dans une Angleterre victorienne alternative. Un comité secret du gouvernement dirigé par l'agent Tom Sawyer recrute 6 figures emblématiques de la littérature. Donc on retrouve Alan Quatermain, incarné par Sean Connery, aventurier et chasseur de diamants. On retrouve Mina Harker, incarnée par Peta Wilson, immortelle suite à sa lutte contre Dracula. On retrouve également le capitaine Nemo, donc qui a inventé ce fameux sous-marin incroyable de technologie, et puis on retrouve également le docteur Jekyll et Mr. Hyde, incarné par Jason Flemyng, personnalité duale surpuissante. Également Dorian Gray, incarné par Stuart Townsend, qu'on avait vu sur ce film-là, un film un peu gothique de vampire, La Reine des damnés, je crois. Également dans la série 13, qui était la suite de la série 13, qui était pas terrible, dont le portrait porte les stigmates du temps à sa place, et également Ole Griffin, l'homme invisible. Donc voilà, ensemble ils doivent empêcher le machiavélique Fu Manchu de déclencher une guerre mondiale grâce à une arme capable de contrôler l'esprit humain. On est clairement dans le côté fantastique incarné de pas mal de nouvelles et de romans
réunis ici. Ça aurait pu faire clairement un univers étendu, tout ça. On y pense clairement quand on voit vraiment le casting des personnages. Donc voilà, bref, un film que j'ai bien aimé. Si vous aimez les films fantastiques, blockbuster, pas prise de tête, regardez-le, voilà, ça reste un bon film. Alors j'ai revu quelques passages du film, il y a quelques CGI qui sont complètement ratés, ou qui ont très très mal vieilli. Je pense notamment dès que Alan Quatermain arrive à Londres, on a un plan de Londres, et on voit un espèce de JPEG à la fin, pour faire vraiment l'horizon de la ville de Londres. Ça se voit vraiment que c'est un JPEG devant une modélisation de 3D de quelques maisons juste pour faire un effet. Et c'est vraiment raté, voilà. Mais c'était pareil pour Matrix. Et oui, Matrix, lorsqu'il court dans les toits, je crois que c'était Trinity qui court dans les toits, vous le voyez au fond, la ville un petit peu éclairée de nuit, et c'est clairement un JPEG aussi. Et ça se voit vraiment. Voilà, bon, c'est un peu les défauts de ces films-là, qui étaient... le début des années 2000 où quelques effets CGI sont parfois des fois très ratés. Mais bon bref, en tout cas mis à part ça, c'est un très bon film à voir. La liste des bonus que vous voyez ici à droite, pas mal de petites choses sympathiques. Et au niveau audio, bon c'est très très flou. On sait qu'on a du 5.1, mais je devine que vous le voyez ici peut-être DTS et DTS HDMI. Donc j'imagine que s'il y a du DTS HDMI et qu'il y a aussi du DTS, c'est probablement du DTS HDMI pour la VO, donc en anglais, et nous on se tape du DTS en français. Donc là je peux pas encore être sûr de moi, mais voilà, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça. Voilà, tac. On retrouve le Blu-ray à droite, le DVD et petite programmation. Toujours sympa de retourner un petit peu dans le passé. Bon, ils nous mettent quand même souvent de fois les mêmes Blu-ray. But when our future's at stake, they'll be the world's last hope. And the game is on. Gentlemen. Prochain film, c'est une production française réalisée par Olivier Marchal, sorti en 2020. Alors Olivier Marchal, c'est un réalisateur que j'aime bien. Généralement, il fait plutôt des films relativement honnêtes, voire même plutôt bons. Même si ce film-là, je le trouve quand même plus moyen que bon. Pour le coup, il faudrait vraiment que je le revoie une deuxième fois. Je crois qu'il est disponible encore sur Netflix. C'est possible, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Bref, ce film-là, c'est le film Bronx. Voilà, avec un casting d'acteurs assez sympathique, plus ou moins connu. On a Lanik Gottfried, Stanislas Merard, on a le rappeur Caris, qui d'ailleurs lors du tournage, lors d'une scène, il avait sauté un peu trop tôt sur un bateau, et il était tombé dans l'eau en fait, littéralement, et vu qu'il sait pas nager, il a appris à nager littéralement lors de ce tournage de ce film. On a aussi également, pour compléter le casting, David Bell que vous avez pu voir dans les deux films Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum, sortis au milieu des années 2000. C'est l'un des deux là qui fait des espèces de trucs de parcours, ça s'appelle le parcours, je crois, l'espèce de cascade un petit peu urbain. Et puis également Jean Reno qui complète le casting. C'est un film qui est inspiré d'une tuerie qui a eu lieu en 78, la tuerie du bar du téléphone, un épisode qui n'a jamais été entièrement résolu et qui a fortement marqué Olivier Marchal à l'époque, et qui a décidé de s'inspirer pour le scénario de ce film. Au niveau du scénario, justement, on est donc dans la ville de Marseille. Un massacre perpétré par le clan corse Bastiani dans un bar de plage choque la ville. L'enquête est confiée à la brigade de recherche et d'intervention, autrement dit la BRI, dirigée par le capitaine Richard Vronsky, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, Richard Vronsky, dont les méthodes musclées divisent ses collègues et suscitent la surveillance de l'inspection générale, autrement dit les bœufs carottes. Face aux rivalités internes, notamment avec le Major Costa de la BRB,
aux tractations de gangsters et aux pressions du nouveau commissaire Ange Leonetti, Vronsky et son équipe vont devoir jouer serré pour protéger leur intégrité et leur peau. Voilà un film où j'ai mis 2,5 sur 5, je l'ai visionné qu'une seule fois et je crois qu'il est disponible encore sur Netflix ce film. Voilà, bref, faut vraiment que je le revoie, c'est possiblement que, potentiellement je peux rehausser la note, ce sera pas un 4 sur 5 hein, comme ça du jour au lendemain, ça c'est clair, mais je peux être un peu plus clément et mettre un 3 sur 5, je vous dirai ça, hein, je pense, plus tard. Voilà, bref, bah écoutez, voilà pour ce Bronx qui était en lot, hein, donc je l'ai acheté même si je l'ai trouvé assez moyen lors de mon provisionnage. Comme je vous l'ai dit, j'achète en lot sur Vinted, il était en lot, je l'ai pris, et puis bah, ça me laissera une seconde chance à donner à ce film. Les bonus, on a donc de flic à cinéaste, entretien inédit avec Olivier Marchal, le réal, ça dure un peu plus de 3/4 d'heure. Voilà quelques images du film. Et pour l'audio, on se retrouve avec du DTS HDMA, donc pour la VF, hein, en 5.1 et également en 2.0. Hop, le Blu-ray à droite. Maintenant, t'es prévenu. Depuis quand tu mens? On est tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup-là. Prochain film, on rejoint tout ce qui est filmé avec, vous savez ce qu'on appelle le found footage, c'est-à-dire filmé avec une caméra, un caméscope, pour vraiment donner ce côté plus intimiste, et on va pas se mentir, beaucoup de films ont profité de ça, notamment des films d'horreur, pour surfer un petit peu sur cette tendance qui a eu lieu dans les années 2010 notamment, 2000-2010, fin 2000, début 2010 je crois, et voilà, parce que voilà, beaucoup de ces films là aussi manquer de budget, et donc quand tu manques de budget, c'est quand même mieux de surfer sur une tendance pour que ton film sorte du lot. Je pense que c'est le cas pour ce film aussi également, qui a très bien marché. Je pense que vous le connaissez un petit peu, c'est le film Projet X. Donc là on n'est pas du tout dans un film d'horreur, on est sur un film un petit peu de comédie, hyper light, hyper léger, un petit peu potache, on va pas se mentir, avec un casting entièrement inconnu, notamment un certain Miles Teller, et oui, qui était inconnu à l'époque, je crois qu'il avait tourné dans un ou deux films juste avant celui-là, dans vraiment de très jeunes acteurs, avec quasiment aucune expérience, et voilà, Miles Teller est clairement l'acteur de ce groupe qui aura le mieux rebondi, hein, clairement, puisqu'il aura fait quand même pas mal de bons films et de gros films, hein, notamment le dernier Top Gun, ou encore le film avec J.K. Simmons qui est excellent, j'ai plus le nom, qui est une nom de partition, je crois, il me semble. Bref, bon, en tout cas, ce Projet X, on suit Thomas, qui est un lycéen discret qui rêve de gagner en popularité avec l'aide de ses amis Costa et JB. Il organise une fête chez lui pendant que ses parents sont absents. Parti juste d'un rassemblement vraiment modeste, hein, un petit truc que tu fais, une petite fête entre 10-12 amis. L'événement prend vite des proportions, mais complètement surréaliste, et ça va partir complètement en couille, hein, faut le dire. La piscine va être complètement détruite, il va y avoir même un DJ improvisé, un jet privé emprunté, des filles qui vont être débordées, des voisins en furie, voilà, donc le tout filmé de façon en mode found footage, donc avec une caméra à la main. Alors voilà, hein, forcément, hein, production petit budget, des acteurs inexpérimentés entre guillemets, hein, ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas de talent, mais forcément qu'ils ont été un peu payés au lance-pierre. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été improvisées, notamment par rapport au manoir qu'on voit, enfin cette résidence plutôt qu'un manoir. Ça appartenait à un producteur hollywoodien, et en échange il voulait apparaître juste dans le film en tant que figuration. C'est pareil, on voit une voiture aussi, je crois, dans la piscine, et c'est le concessionnaire local du coin qui a prêté une voiture pour le film, et également il a fait une cascade, le concessionnaire, donc là dans le film également, donc on a forcément un found footage dit forcément plan séquence. Est-ce qu'on peut appeler vraiment ça des plans séquences quand c'est du found footage? Je sais pas, mais en tout cas voilà, ils en ont profité pour filmer aussi des choses qui étaient un petit peu improvisées à droite à gauche, donc voilà, c'est vraiment un film sympathique à voir, et notamment cette fameuse fête nocturne, il a été tourné assez rapidement, hein, puisqu'il a fallu que 3 semaines pour tourner quasiment tout le film en vrai. Voilà, donc pour ce Projet X, c'est la version longue non censurée ici, un film, voilà, film potache à voir, sympathique, et qui est pour moi, je pense, l'une des pierres angulaires de cette tendance de found footage qu'on a eu dans les années 2000 et 2010. La liste des bonus ici, une partie, puisqu'il y en a bien plus
encore qui sont pas listés. On retrouve pour la version cinéma, puisqu'il y a une version Director's Cut comme vous l'avez vu. On retrouve du DTS HDMI pour l'anglais, Dolby Digital aussi pour l'anglais et pour le français. Pour la version longue, vous avez uniquement DTS HDMI pour l'anglais, Dolby Digital aussi pour l'anglais, mais aucune piste française, ce qui est assez logique en vrai, puisque les scènes en plus ne sont pas doublées en VF, puisque ce n'est pas les versions cinéma. Voilà, donc pour le Blu-ray. La voiture, mon père va piquer une crise s'il y a la moindre marque dessus. Thomas, j'ai encore eu un appel, je suis sûr que les voisins exagèrent. C'est l'heure d'y mettre un terme. T'es pas sérieux, c'est une soirée géniale. Soit t'arrêtes ça, soit j'appelle les flics. C'est moi qui appelle les flics maintenant. Te gêne pas, petit génie, tout a été filmé. Tout ce que j'ai, c'est vous qui frappez le petit en plein visage. Prochain film, un film de guerre teinté de romantisme et de dramatisme aussi, basé sur des faits réels, mais très fortement romancé dans ce film, clairement, puisque là c'est Michael Bay qui nous a pondu pour moi un excellent film en 2001, c'est l'excellent Pearl Harbor. Alors, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'étais au collège, les gens se foutaient de ma gueule parce que je kiffais ce film-là, et les gens n'aimaient pas du tout ce film-là pour le côté romantique, forcément. Vous savez, c'est les mêmes genres qui vont, de personnes qui vont cracher sur Titanic parce que il y a trop de romantisme à l'intérieur, trop de romance plutôt, pardon. Voilà, c'est complètement débile, bien sûr. Mais voilà, bref, en tout cas, j'ai acheté ce film-là en Blu-ray, toujours pas sorti en 4K, putain de bordel. Faut vraiment le sortir celui-là parce qu'il est quand même impressionnant. Réalisé par Michael Bay, on est en décembre 41, les deux meilleurs amis d'enfance, donc Rafe McCauley, donc incarné par Ben Affleck, et Danny Walker, incarné par Josh Hartnett, volent chacun de leur côté dans l'aviation américaine. Rafe décroche une mission d'entraînement en Grande-Bretagne, donc là il part complètement à la guerre pour l'entraînement pour partir en guerre. Donc là ça rigole plus, c'est plus les entraînements faciles et sans risque aux États-Unis, tandis que Danny reste à Pearl Harbor sur l'île d'Oahu lorsqu'ils se retrouvent tous deux amoureux de la même infirmière, donc Evelyn Johnson incarnée par Kate Beckinsale. Leur fraternité vacille, mais l'attaque surprise de la flotte japonaise va les obliger à surmonter leur rivalité et à devenir les héros d'un jour. Donc qui dit Michael Bay dit blockbuster avec des explosions de partout, c'est ce que vous aurez également dans ce film avec ce trio, ce triangle amoureux très classique, c'est un code très classique qu'on retrouve dans le cinéma mais qui fonctionne plutôt bien avec des très bons acteurs, même si Kate Beckinsale je crois qu'elle n'avait pas du tout apprécié le tournage du film, elle s'attendait à un film entre guillemets plus petit en termes d'ambition, et elle s'est retrouvée dans un gros blockbuster avec Michael Bay forcément, et bon il y a eu des polémiques aussi, enfin je suis même pas sûr que ça a vraiment fait polémique. C'était à l'époque, en 2001, forcément, donc on n'avait pas entendu parler. Mais voilà, Kate Beckinsale, Michael Bay qui avait jugé au départ l'actrice pas assez jolie. Kate Beckinsale, voilà, pour avoir le rôle dans ce film-là. Bon, Michael Bay, il a quand même, il est assez macho comme gars, pour ne pas dire un petit peu sexiste. Il y aurait eu aussi des problèmes avec Megan Fox sur le tournage du deuxième Transformers. Bon, même si Megan Fox, je pense qu'elle n'était pas forcément inconnue non plus à ces problèmes. Mais bon, voilà, bref, pour retourner sur le film, il a fallu quand même 600 figurants et ça a nécessité aussi 900 litres d'essence pour les effets pyrotechniques, notamment par rapport à cette fameuse scène d'assaut de Pearl Harbor qui est impressionnante. Voilà pour ce film que je vous conseille fortement. Donc voilà, si vous aimez les films de guerre avec de la romance et la musique aussi, la musique les gars, la musique elle est excellente, je sais plus qui c'est qui l'a fait, qui l'a composé, je sais plus si c'est Hans Zimmer ou quelque chose comme ça, vous me direz dans les commentaires, je perds les noms à chaque fois des compositeurs, mais vraiment excellente, la BO aussi, c'est quelque chose que j'aimerais aussi avoir en vinyle un jour. Voilà donc pour le film Pearl Harbor. Au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby Digital 5.1 pour l'anglais et le français. On retrouve une autre piste en DTS 5.1 pour le français et une piste en PCM. Donc le PCM, il me semble que c'est le format brut qu'on retrouve dans les CD audio. Bon, je sais pas ce que ça fout là, c'est la première fois que je vois ça dans un Blu-ray. Donc voilà, c'est bien en 5.1, c'est pas en stéréo, donc c'est pour la piste anglaise également. Voilà, et au niveau bonus, on se retrouve avec une fonction démo, je sais pas ce que c'est, une odyssée cinématographique, le tournage de Pearl Harbor, donc une espèce de making-of, le point de vue japonais, ça peut être intéressant, la bande-annonce cinéma et un clip musical, There Will Be, par Faith Hill, que vous connaissez tous. Hop, voilà, donc je vais, voilà, c'est toujours cette ouverture que j'aime pas, et puis le Blu-ray à droite, ici, classique.
Voilà, dommage qu'il y a ce petit truc hein, sur le côté. Je sais qu'il y a une édition Blu-ray où il n'y a pas ce petit truc. Bon, bah, je chipote, hein, c'est vraiment juste l'esthétique du film. We will not only defend ourselves to the uttermost, but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us. Les deux prochains films, c'est deux films avec Nicolas Cage, donc je vais pas vous parler des gros films qu'il a fait, les Snake Eyes et compagnie qui sont très bons, bien sûr, mais voilà, ça fait partie de ces derniers bons films, ou du moins des derniers de ces films corrects avant qu'il tombe vraiment dans la série B à outrance et dans des films vraiment nuls, littéralement. Donc voilà, le premier, c'est un film sorti en 2007, il s'appelle Next, voilà, donc Nicolas Cage qui incarne ici Chris Johnson, est un prestidigitateur de Las Vegas doté d'un don de précognition. Il peut voir jusqu'à 2 minutes dans le futur. Sous son pseudonyme de Frank Cadillac, il utilise ce pouvoir pour gagner à tous les coups au casino. Lorsque le FBI, mené par l'agent Cally Ferris, donc incarné par Julianne Moore, le repère, il lui propose de coopérer pour déjouer un complot terroriste visant à faire exploser une bombe atomique en Californie, rien que ça. Seul problème, dans ses visions, il n'aperçoit jamais plus loin qu'une mystérieuse inconnue qui s'appelle Liz, incarnée par Jessica Biel, qui complète ce casting. Voilà, un film plutôt sympa à regarder. Alors, j'avais un peu abusé sur la note, j'avais mis 4 sur 5 à l'époque, 2007, hein, je vous rappelle. J'avais 18 ans, hein, voilà. Et je l'ai revu, voilà, il n'y a pas plus tard qu'hier. Et j'ai rebaissé la note à 3,5 sur 5. Voilà, j'essaie de garder quand même forcément une partie subjective, mais aussi une partie objective lors de mes notes que vous retrouvez sur mon compte Letterboxd. Je vous invite à me rejoindre et à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour ce film, voilà, donc j'ai bien aimé. D'ailleurs, petite anecdote, dans l'une des scènes du début, hein, quand il est dans ce fameux casino à Las Vegas, quand il fait son petit tour de magie, on voit une femme coréenne qui l'appelle d'ailleurs pour faire son espèce de tour de magie. Et donc cette femme-là était, ou est à l'époque, je sais pas si elle est toujours, c'était la femme de Nicolas Cage, en vrai, dans la vie réelle. Voilà, donc c'était pour renforcer, on va dire, entre guillemets, le côté plus authentique de la scène, même si je pense qu'il y a un petit peu de pistonnage quand même, faut pas abuser. Voilà donc pour ce Next, un film sympathique, trieur, un petit peu blockbuster, mais pas trop. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le concept, hein, de voir juste 2 minutes dans le futur, donc ça vous laisse imaginer pas mal de possibilités dans ce film là. Le seul petit point noir pour moi, c'est la fin un petit peu abrupte. Vous allez voir qu'il y a un espèce de twist à un moment donné vers la fin, et puis la fameuse scène de fin, ça se termine voilà, de façon abrupte. On ne sait pas trop ce qui va se passer, même si on le devine clairement par rapport à ce qui s'est passé avant. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais la fin pourra paraître un petit peu abrupte, vous allez dire ah c'est fini. Voilà, donc le film est pas très long, hein, je crois qu'il fait 1h30, donc là pour ce Next, un bon film à regarder avec Nicolas Cage. Au niveau bonus, on a le tournage au Grand Canyon, 2 minutes dans le futur avec Jessica Biel, le making of, les effets visuels. Au niveau audio, bon voilà, on est bien logé, DTS HDMI 5 points pour le français et l'anglais. Et alors d'ailleurs, hein, j'ai testé le Blu-ray, le son est hyper fort par rapport aux autres Blu-ray, ce qui est assez bizarre. Donc voilà, bref, j'imagine que le son doit être assez ouf, avec un bon système ici. Un bon home cinéma. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous l'avez ce Blu-ray là, et par rapport au son, si jamais. Voilà pour ce Next. But nothing can prepare you. Don't do it. I already have. For what happens next. Tell me what you saw. I made a mistake. It's happening now. Et le deuxième film avec Nicolas Cage qui rejoint Guy Pearce et également January Jones, que vous avez pu voir dans la série Mad Men ou encore dans le 3e American Pie, hein, pour les plus vieux d'entre vous. Voilà, donc il rejoint ce casting avec un film qui s'appelle Le Pacte, qui est un film pareil, un film potable, même si, encore une fois, il s'est fait défoncer hein, par la critique. Et d'ailleurs, Nicolas Cage avait été nommé pour les Razzie Awards en 2012,
par rapport à ce film-là. Donc les Razzie Awards, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent des Oscars, mais dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on va élire le pire acteur, le pire réalisateur, etc. etc. Bon, j'avais été trop fan de ce genre de récompenses un peu non officielles, avec beaucoup de second degré, voire même de troisième degré, mais bon, bref. En tout cas, ce film se laisse regarder, pareil, hein, je l'ai pris en lot, c'est pas le film incroyable du siècle, mais voilà, c'est pas un film nul, c'est pas une merde absolue, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui manquent beaucoup de nuances dans leurs propos pour juger un film. Voilà, c'est soit noir soit blanc, alors qu'au final non, il y a plein de films, même la majorité des films sont un petit peu entre les deux, voilà, et ce film là en fait partie. Bref, au niveau du scénario de ce film, Le Pacte, Will Gérard, professeur d'anglais à la Nouvelle-Orléans, voit sa vie basculer lorsque sa femme Laura est sauvagement agressée et violée. À l'hôpital, un mystérieux homme nommé Simon lui propose un échange, faire justice lui-même en éliminant l'agresseur de Laura en échange d'un, entre guillemets, service à rendre ultérieurement. Ce service, forcément, il sait pas ce que c'est. Sous le choc, Will accepte et se retrouve 6 mois plus tard entraîné dans un dangereux engrenage de violence et de manipulation dont il peine à se défaire. Voilà, donc c'est un film qui est entièrement tourné à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, on voit plusieurs lieux, ceux qui habitent à la Nouvelle-Orléans. On ne sait pas, si vous êtes de là-bas, vous reconnaîtrez forcément certains bâtiments et certains... je crois qu'il y a le zoo, de la Nouvelle-Orléans qui est assez connu, qu'on retrouve également là-dedans. Bref, en tout cas, c'est un film qui a marché correctement, sans plus. Il a eu un budget de 30 millions de dollars, donc je pense qu'il est facilement rentré dans ses frais. Donc voilà, Le Pacte avec Nicolas Cage. Au niveau audio, français, anglais, DTS HDMI, j'imagine pour les deux, et la liste des bonus, bon bah là c'est minimum syndical, interview des acteurs et des réalisateurs, et bande-annonce, voilà. Le Blu-ray, petite copie digitale à gauche, ok. Monsieur Voljac, il faut que je vous parle. On devrait pas aller prévenir la police. Certains d'entre eux sont de la police. Qui m'a manipulé pour tuer le journaliste? C'est une sorte d'organisation secrète. Une espèce de groupe qui prétend rendre la justice. Revenez, faut que je vous parle! C'est content maintenant! Tu m'as piégé. Si je vous dis Godzilla, le film de 2014, Rogue One, le film Star Wars, The Creator ou encore le dernier Jurassic World qui est sorti cette année, vous allez me dire quels sont les points communs entre tous ces films-là. C'est qu'ils sont réalisés par le même réalisateur. Ce réalisateur, c'est Gareth Edwards qui s'est fait un nom avec tous les films que je vous ai cités, bon, qui sont tous plus ou moins bons, après ça dépend, il y a toujours un côté subjectif là-dedans. Et avant tous ces films-là, il a fait un film en 2010, et c'est ce film-là qui a pavé un petit peu son succès à Hollywood. C'est ce film un peu trop méconnu à mon goût, c'est ce film Monsters qui a été vraiment tourné avec un budget ridicule, mais quand je vous dis ridicule, on parle même, c'est une rumeur, mais je crois qu'elle a été démentie, mais on parlait même d'un budget de 15 000 $. C'est que dalle, on n'arrive même pas à payer 1/10 d'un salaire d'un acteur pas très connu avec ça, je vous le dis. Donc franchement, 15 000 $ pour faire ça, bon, je sais pas combien il a eu d'argent, mais vraiment pas beaucoup, je pense même pas, on touche même pas le million de dollars. Donc bref, en tout cas, un film qui a fait vraiment sensation, puisque c'est un film qui est l'anti-blockbuster par excellence, vous l'avez compris, avec un budget aussi ridicule. On va pas miser sur les CGI de monstres et tout ça, donc c'est des monstres géants au niveau du synopsis. Je vous le lis, donc quelques années après qu'une sonde de la NASA se soit écrasée au Mexique en ramenant sur Terre une forme de vie extraterrestre, le nord du pays est devenu la zone infectée, quadrillée par l'armée américaine et mexicaine pour contenir les monstrueuses créatures tentaculaires. Andrew Calder, photographe de guerre, a pour mission de ramener Samantha Wyndon, la fille de son patron, à la frontière américaine. À travers un périple chaotique entre autostop improvisés et rencontres imprévues, le duo traverse paysages désertiques et villages isolés, tandis que l'on comprend que la véritable aventure réside autant dans leur relation naissante que dans la survie face aux monstres. C'est un film qui mise beaucoup sur l'ambiance plutôt que sur le visuel, comme je le disais. Et voilà, donc c'est un film qui a été bardé de succès, même au niveau de la presse. Il a remporté je ne sais pas combien de prix.
Et comme je vous dis, hein, il a eu pas beaucoup de budget pour faire ce premier film, et il a même tourné dans des endroits où il n'avait pas eu l'autorisation, donc il a fait des plans un peu au Mexique, à droite à gauche, et donc pour vraiment réduire les frais au maximum possible. Donc c'est toujours assez marrant d'avoir ce genre de film, voilà, où le tournage a été fait un petit peu dans l'illégalité, hein, si je puis dire. Et donc voilà, bref, ce film-là remportera quand même un gros succès d'estime au réalisateur, puisque on connaîtra après tous les films qui auront suivi. Un film que je vous conseille si vous voulez vraiment avoir un film d'ambiance. Ne vous étonnez pas, hein, s'il y a beaucoup d'endroits où c'est beaucoup de nuit, on ne voit pas grand-chose, on voit juste quelques petites choses un petit peu au loin, un peu floues. Mais voilà, c'est vraiment un film qui mise sur l'ambiance, et pour moi, ça, c'est très réussi. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMA pour le français et l'anglais, tout ça en 5.1. Et j'étais en train de chercher les bonus que je ne vois pas. On sait qu'elle a environ 37 minutes, hein, mais je crois pas que c'est détaillé ici. Dommage. Le Blu-ray à droite. Et je vous laisse quelques secondes de vidéo de Monsters. Silence, taisez-vous, taisez-vous. Et voilà, donc cette sélection de films que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. La vidéo s'achève ici, donc l'arrivage de Blu-ray. On se retrouvera normalement le mois prochain pour le prochain arrivage de Blu-ray. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du 4K, il y a du Blu-ray classique. Et même au niveau des genres, il y a pas mal de, il y a pas mal d'action et un petit peu de SF. Mais voilà, il y a des films très connus, il y a des films un peu moins connus, hein, comme ce Monsters que je vous conseille, hein, franchement. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera normalement le mois prochain pour une nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. Donc prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. A plus les copains.